bonjour. On se pose la question, comment adopter l'agriculture de précision sur une ferme en 2023? Là, je parle à ceux qui veulent vraiment comprendre, le producteur à la fin, comment il fait pour vraiment adopter tout ça puis en bénéficier. Hein? Comment il fait pour, on parle d'augmenter les coûts diminuer les coûts de production, augmenter les rendements à la ferme. Donc, on se pose la question. Aujourd'hui, on peut penser que c'est évident. On a des technologies qui existent, plusieurs technologies qui sont testées, qui sont utilisables. Puis, on a des experts, des spécialistes qui connaissent ces technologies-là. Chacune d'elles, il y a un spécialiste qui a participé à le développer, à l'implémenter, puis à l'utiliser. Donc, on peut se demander pourquoi on se pose encore la question comment bien l'adopter, puis ça ne devrait plus être une question aujourd'hui. Mais on se la pose encore. Je me présente, Victor Morin. Je suis un producteur avant tout. Certains vont me connaître comme étant un spécialiste en agriculture de précision pour l'entreprise Agriculture de précision Excelkey. Mais avant tout, je suis un producteur agricole. J'ai grandi pas loin d'ici, sur une ferme, avec les cochons. On avait des grandes cultures aussi. Puis, j'ai toujours adoré l'agriculture. J'ai toujours beaucoup aimé aussi les machines, la technologie. J'avais un tracteur quand j'étais petit. Mon but, c'était de le faire voler. Mon père me disait, ouais, mais c'est un tracteur, t'as pas besoin de le faire voler. Mais j'ai dit, oui, je vais y mettre des ailes, c'est un avion. Il dit, oui, il va pas assez vite. C'est pas grave, on va mettre des plus longues ailes. Pas besoin d'aller vite. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, il n'y a jamais eu de problème. J'ai fini finalement par aller étudier en technique de génie aérospatial sur la Rive-Sud de Montréal. On travaillait vraiment dans la conception des avions, des hélicoptères. Puis, j'ai travaillé un petit peu dans ce secteur-là. J'adorais ça. Je suis allé ensuite j'ai étudié en génie informatique à Polytechnique. Pourquoi pas? Joindre le mécanique, l'informatique, je trouvais que c'est un bon fit. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais il me manquait de concret, il me manquait de défis. J'étais un entrepreneur, j'ai ça dans le sang. Je voulais revenir sur le terrain. Puis je me suis dit, pourquoi pas aller travailler en agriculture, implémenter des technologies. On parle d'agriculture de précision. On sait qu'il y a un potentiel là, donc ça m'intéressait. Puis je voyais que ça commençait tranquillement. Donc, là, sur la photo que vous voyez là, vous voyez un homme confiant, un homme qui pense que l'agriculture de précision, il n'y a pas de problème là. Hein? C'est quelqu'un qui pense que l'agriculture de précision, il s'en occupe avant de déjeuner, puis après ça, c'est correct. Bien, il aurait aimé ça, cette personne-là, elle aurait aimé ça à ce moment-là, savoir que se faire dire, bien, prends le temps de bien déjeuner parce que l'agriculture de précision, c'est pas si facile que ça. C'est un jeune homme un peu naïf, un peu qui pensait que c'était facile. Mais malgré ça, malgré que c'était pas si facile que ça, la mission a toujours été la même. Dès le début, j'ai toujours eu comme mission de participer à la réussite de l'adoption de l'agriculture de précision sur les fermes au Québec. Puis même que ça a évolué, puis aujourd'hui, c'est plus fort que jamais. Je suis motivé, je vais toujours m'impliquer dans ce domaine-là parce qu'on comprend encore plus l'importance de l'adoption de l'agriculture de précision sur les fermes. C'est ce qu'on commence. Aujourd'hui, je vous présente vraiment, je vous fais vivre l'expérience d'un producteur qui a essayé de l'adopter. On se pose, en 2019, on recule à mes débuts, à quoi ça ressemblait? Hein? On devait se demander pourquoi adopter l'agriculture de précision. Pour ma part, c'était pas vraiment une question qui était difficile à répondre. La réponse, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas adopter l'agriculture de précision? Puis plusieurs dans la salle aujourd'hui, je suis certain que c'est un peu l'idée que vous avez. Il y a deux façons de voir ça. Hein? Il y a la façon, il y a des bénéfices, il y a des avantages à adopter l'agriculture de précision. Mais il y a certains qui vont se dire, pourquoi se fendre le cul pour adopter ça? Ça sert-tu vraiment de quoi? Il y a vraiment deux façons. On voit un canard ici qu'on est capable, souvent les professionnels vont le voir comme ça, hein? Il y a les avantages, augmenter les rendements, baisser les coûts de production, on réduit les émissions de GES. C'est pas une question qui est difficile à répondre. On a des gains de connaissances en agronomie, plus qu'on avance dans ce milieu-là. On va être en ligne avec le PAD du MAPAC. Il y a beaucoup de bénéfices. Ça, c'est ceux qui voient le canard. Mais si on voit le lapin d'un autre côté, c'est plus les producteurs, ça. Les producteurs vont voir plutôt les enjeux, les défis, les risques, puis il y a un manque de confiance à ce niveau-là. Les enjeux, est-ce qu'on a le temps, puis on a-tu les ressources pour adopter l'agriculture de précision? On a-tu les connaissances pour le faire, puis bien réussir? On a-tu le budget pour le faire? Parce que ça coûte de quoi?
Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Au final, ça fait 30 ans qu'on cultive de cette façon-là. Ça marche, tu es encore capable de manger. On a-tu besoin de changer ça? Puis est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est encore la question qu'on se demande. Moi, il n'y avait pas de doute. Moi, j'étais du côté du canard. Hein? L'agriculture de précision m'avait dit que c'était payant. Fait qu'elle jette un tracteur, met un GPS dedans, puis pendant que le tracteur se conduit tout seul, ben moi, je suis sur mon téléphone, puis je me magasine un voyage dans le sud l'hiver. Pas compliqué. Mais c'était pas de même, ça marchait pour vrai. J'aurais aimé mieux, à ce moment-là, de manger un petit peu plus de lapin. Fait qu'il faut comprendre le point de vue du producteur. Le point de vue du producteur, lui, il voit le risque. Puis il y a un risque réel, c'est un risque financier. Il y a des méthodes pour produire, hein? Il y a une façon de faire. Puis là, on lui demande d'adapter sa façon de faire. On lui demande de prendre un risque. Parce qu'adapter sa façon de faire, ça veut dire acheter des nouveaux équipements, puis risquer de baisser ses coûts de production. C'est pas ses coûts de production, on veut les baisser, là. Mais il augmente ses coûts de production, puis il peut risquer de maintenir ou de réduire ses rendements. Puis ça, c'est un risque pour lui. Est-ce qu'il est prêt à le faire? On va se poser deux questions. Pour qu'il soit capable, un producteur, là, pour qu'il dise « OK, je prends le risque », il veut répondre à ces deux questions-là. Est-ce que la technologie fonctionne? Tantôt, je vous ai dit qu'il y en a plusieurs qui existent, puis on le sait, il y en a énormément sur le marché, plein de types de technologies qui vont adresser plusieurs problèmes, puis vont adresser plusieurs besoins. Est-ce qu'elle fonctionne? J'ai mis un crochet jaune. C'est un crochet quand même, c'est pas mauvais. Oui, on est capable de démontrer que certaines technologies marchent, puis marchent très bien. Le deuxième point, est-ce qu'on est capable de les déployer, capable de déployer une technologie ou un ensemble de technologies rapidement, facilement, puis de façon durable, hein, de façon qu'on va être rentable dans le temps, dans les processus actuels de production. Aujourd'hui, on a des processus qui sont relativement complexes, mais surtout exigeants. Hein, c'est des très courtes périodes où est-ce que les producteurs travaillent très, très dur. Puis, est-ce qu'on est capable de se glisser là-dedans? C'est la question. Donc, en 2019, je ne me suis pas posé ces deux questions-là. On s'en colissait pas mal. Fait qu'on s'est dit, on va faire ça sur 1250 acres, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est mes plans de ferme. On avait ça. Puis, on commence. Par où commencer, justement? Fait là, moi, je vais m'acheter un tracteur, je vais m'acheter des équipements. Ça, c'était disponible à l'époque. Hein, on va au garage, on dit c'est quoi qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'on achète. C'est l'agriculture de précision, que-ching, il n'y a pas de limite. Fait qu'on dépense, c'est correct. Fait que là, avec mes beaux tracteurs, planteurs, répandeurs d'engrais, arroseuses, j'ai tout le kit là, pour être très, très performant puis faire de l'agriculture de précision. Je vais voir Rénal au bout du rang 1, hein, dans notre coin. Lui, il a une ferme, ça marche bien ses affaires. Puis lui, je vais demander, c'est comment tu fais ça de l'agriculture de précision? Il a dit, c'est pas compliqué. Tu fais ton nivellement, tu mets ça droit, puis tu fais ton drainage. Ça, là, sans ça, c'est la base. Il faut que tu commences par là. Puis tu mets ta chaux. Tu mets de la chaux, tu mets de la chaux. Si ton pH est important, tu mets ça droit, tu es drainé, tu es correct. Avec ça, là, tu es parti à business. Je dis, OK, c'est bon, toi, tu fais ça. Je dis, hey, ça fait 20 ans que j'ai fait ça, puis ça marche super bien. Je dis, c'est ça, l'agriculture de précision? Bon, fait que Rénal, lui, c'est ça, son agriculture de précision. C'est quand même ceux-là à qui on se réfère sur le terrain. C'est ceux qui produisent, c'est ceux qui connaissent ça. Il y a son voisin en face qui nous dit, ben moi, je suis un peu plus loin, je vais faire de l'échantillonnage à l'hectare. C'est de l'échantillonnage géoréférencé. Je dis, OK, c'est bon, c'est quoi ça fait? Bah, hey, ils vont venir te faire ça, ça va être pas pire. OK, mais tu sais, pose pas trop de questions, eux autres, ils connaissent ça. Là, il y en a d'autres qui vont dire, ta carte de rendement, là, celle-là est importante. Elle dit, OK, ouais, ben j'ai entendu parler de ça, carte de rendement, c'est bon. Il dit, ben moi, je les ai toutes, OK, puis qu'est-ce que tu fais avec? Ah, ben, c'est dans la batteuse, là. C'est correct. J'ai dit, ben, OK. Il dit, ça te les prend. OK. Contrôle de section. Contrôle de section, ligne de guidage, on l'entend souvent. Quand on parle d'agriculture de précision, on demande aux gens, c'est quoi tu fais pour faire de l'agriculture de précision? Ben, tu as besoin de ça. OK. Mais, OK. Tu le prends, tu l'utilises. Je dis pas que c'est des mauvais éléments, c'est des éléments qui font partie de ce qu'on entend dans notre entourage. Ensuite, on va entendre nos représentants vont dire, ben fais de l'engrais vert, c'est très bon pour ton sol, ça va être meilleur. Fait que, OK, on va essayer de faire de l'engrais vert, puis du taux variable aussi. Comment tu fais ton taux variable? Pose pas de questions. Du taux variable.
C'est pas plus compliqué. Là, on va un peu plus loin. On va aller sur Google, on va faire des recherches, puis même qu'il va y en avoir qui vont venir nous voir. On a les AgTech. Tantôt, on parlait plus de ceux qui sont sur le terrain. Les AgTech, ça, c'est les entreprises en technologie agricole. C'est les entreprises agri-technologie. Donc, eux autres, ils développent. Ils sont en arrière de leur ordinateur, puis ils développent des algorithmes, développent des logiciels, des outils, puis ils vont aussi les tester sur le terrain. Eux autres, c'est intéressant, ils ont ils ont des solutions, ils ont des solutions pour des problèmes précis. Applications mobiles. C'est la première chose qu'on va nous vendre si on veut faire de l'agriculture de précision. Donc là, c'est automatique. Si tu veux faire de l'agriculture de précision, pour eux autres, ça te prend une application mobile. Qu'est-ce que tu fais avec cette application-là? Tu leur demandes, ouais, mais tu vas avoir tous tes champs là-dessus. Tu ne peux pas produire des cultures sans avoir tes champs sur ton téléphone. OK, contour de champ. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec? Ben, tu vas avoir la météo. La météo. Oui, tu vas avoir la météo. Tu vas savoir comment il va mouiller dans tes champs quand tu veux. Oui, mais j'habite à côté, là. Je sais à peu près. Non, mais ça te prend ça. Météo Média, non. Tu vas l'avoir sur ton application, tout à la même place. Image satellitaire, à part de ça, tu vas avoir ça à la même place. OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, tu regardes ça, tu regardes les couleurs. Quand c'est rouge, pas de job. Quand c'est vert, là, c'est pas pire. Puis là, il me montre une image. Là, elle est en novembre 2020. Puis là, il me dit, check ici, là, c'est vert, c'est pas pire. Ouais, mais en novembre, il n'y avait rien qui poussait, là. Ouais, mais choisis ton image, là, tu vas être correct. Carte multispectrale par drone. Je vais voir sur Internet, ils disent c'est l'avenir. Les drones en agriculture, c'est l'avenir. Mais toi, plug-toi un capteur multispectral, swing ça dans les airs, puis pendant qu'il vole, ben, va te magasiner un deuxième voyage dans le sud. C'est ça, c'est comme ça qu'on le vend. Mais au final, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, on ne le sait pas encore. Taux variable, encore là, ça revient beaucoup avec les AgTech. Cartographie du sol, carte de rendement, ça revient. On va nous donner des applications pour identifier, prendre en photo un mauvais herbe, puis identifier c'est quoi. Il va nous charger peut-être 1000 $ pour ça, mais c'est intégré à plusieurs autres fonctionnalités. Moi, je prends une photo, je l'envoie à mon conseiller, puis il va me la donner, la réponse. Lui, il est à l'école pour ça. Fait que je ne vois pas encore l'avantage de payer 1000 $ pour ça. Mais il y a plein de petites applications comme ça. Mais c'est un ensemble de ça. Donc, l'agriculture de précision, adaptée sur une ferme, il y a plusieurs enjeux. Puis il y a des besoins sur le terrain, puis je ne dis pas que ces solutions-là, ça ne répond pas aux besoins. Mais des fois, ce qu'on voit, c'est que le besoin du producteur, bien, il est adressé par des gens qui, des fois, pensent tout résoudre. Puis des fois, on se dit, bien, si on a juste à augmenter le nombre, puis ça va être mieux. Vous voyez? Mais on est un peu là-dedans ici au Québec. Un peu de sérieux, je vais vous présenter vraiment des éléments là, qui sont plus concrets sur le terrain. Nivellement GPS, on entend souvent parler. Des fois, on est dans les universités, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble. C'est un gros tracteur avec une grosse gratte en arrière, on transporte de la terre, puis on a mis une petite boule blanche sur le dessus en haut là-bas. Ça, c'est un GPS qui va capter la hauteur de la gratte. Fait que quand elle touche au sol, bien, elle remonte la terre, puis quand ça lève dans les airs, ça en laisse tomber. Fait que là, on va gérer notre terrain comme ça. Ça fonctionne. Aujourd'hui, je peux dire que quand on fait de l'agriculture de précision, puis on fait du nivellement au GPS, bien, c'est une bonne approche, c'est applicable, c'est adopté. La technique pour le faire, on fait une topographie du champ avant de faire le nivellement. On dit, il y a des problématiques d'écoulement d'eau. On fait une topographie, soit que tu t'assises sur un 4 roues, tu vas te faire brasser, puis tu vas chercher des points de GPS, ou tu le fais par drone, ou est-ce que tu peux avoir un relevé topographique de ton champ. Ensuite, avec un logiciel, tu vas créer ton plan de nivellement. Tu vas créer, mettons, c'est quoi la topographie idéale que tu peux avoir. Puis, tu vas générer une carte qui va être un plan de nivellement que tu vas mettre dans le tracteur. Les zones rouges, tu ramasses de la terre, puis tu vas apporter dans les zones bleues. C'est pas compliqué. Le producteur est capable de faire ça. Il y a des façons de faire. Tu sais, brûler du fioul en tracteur, ça peut aller vite là-dedans. Si tu t'y prends de façon efficace, ça va bien. Ligne de guidage. Ligne de guidage, on en parle. C'est vraiment, là, c'est niaiseux, hein? Mais on l'utilise pour vraiment faire des opérations puis pas perdre de temps, pas croiser. Dans les bouts de champ, là, ça ne tourne pas, cette affaire-là. Fait que c'est ça que ça donne. Puis, mais c'est une technologie qui est adaptable aussi.
Données brutes. Bon, on peut avoir ici, c'est une carte de rendement, on en parle souvent. Bien, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est toutes les données qu'une batteuse peut prendre. Est-ce qu'elles sont calibrées? Non. Ça vaut-tu la peine? Bien, il y en a qui disent que oui. Les producteurs disent que non. Mais on est capable d'avoir ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, il y a plusieurs choses à faire. On peut faire on peut on appelle ça? On peut faire des polygones avec ça. Alors, de mémoire. Tu les rassembles ensemble, tu fais des points puis tu fais des formes avec. Tu peux les faire de plus grosses formes. Puis tu veux montrer ça, la performance des champs à ton producteur. Donc, quand ils sont dans la batteuse, là, les cartes, tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu les sortes. Ça, c'est un défi. Tu peux jouer un peu avec aussi, juste afficher celles qui sont bonnes, celles qui ne sont pas bonnes, celles qui sont moyennes. Donc, tu peux jouer avec ça. Cartographie des sols, il y a des technologies qui existent pour ça. Veris Technologies va nous permettre de cartographier le sol, donne des belles cartes. Des cartes où est-ce qu'on a la conductivité électrique qui nous pointe vers la texture du sol, la matière organique, tout ça. Fait que tu crées des zones, tu crées des polygones. Pour un producteur, ça tout seul, ben c'est pas vraiment utilisable. Il faut que ce soit combiné avec d'autres technologies. C'est pour ça, tantôt, je disais, est-ce qu'on est capable d'adopter un ensemble de technologies? Parce que ça, c'en est une, mais tout seul, un producteur, il va le mettre dans son tiroir, là, puis ça va rester là. Avec le drone, on est capable d'avoir des images du terrain, mais aussi des cartographies. Tantôt, j'ai dit, on utilisait le drone pour faire un modèle numérique de terrain. Bien, on est capable de le faire avec le drone, au début, au milieu, n'importe quand on veut. Donc, c'est ça. On est capable d'avoir la hauteur des plantes, la hauteur du champ, puis on est capable de mixer ça avec des cartes de rendement, comme j'ai fait un peu ici. J'ai mis les points par-dessus. C'est le fun, on a de la couleur. J'ai pas mis d'échelle. Vous remarquerez, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de titre, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'avec un producteur, ça ne sert à rien. Il ne regarde pas ça, lui. Il va demander tout le temps la même question. Quand c'est rouge, là, ça veut dire que c'est pas bon? Non, c'est juste parce que c'est la couleur qu'on a mis pour quand c'est de tel range à tel range. Mais ils ne regardent pas ça, eux autres. Fait que quand c'est rouge, c'est pas bon. Quand c'est vert, c'est bon. Une carte, c'est comme ça s'analyse. C'est pas compliqué. On peut prendre des photos. Des photos par drone, c'est une bonne approche. C'est utilisé aussi aujourd'hui dans le milieu de l'agriculture. Selon nous, là maintenant qu'on a vécu depuis 2019 à aujourd'hui, l'agriculture de précision, comment qu'on voit ça? Comment qu'on peut bien l'intégrer, l'adopter sur une ferme? On va par où commencer? Nous autres, qu'est-ce qu'on dit, puis quand je parle de nous autres, c'est les producteurs qui ont essayé d'adopter l'agriculture de précision. On va commencer par avoir une idée générale du champ. Hein? C'est quoi les indices de performance à la grande échelle de notre ferme? C'est où qu'on perd de l'argent? C'est où qu'on en fait? Pourquoi qu'on en perd? Pourquoi on en fait? Juste comprendre ça, on va se donner les outils pour avancer là-dedans. L'agriculture de précision, c'est pas d'acheter puis d'implémenter des outils. C'est de mettre en place une stratégie qui permet d'avancer. Donc, cette stratégie-là, doit se préparer. On doit y mettre du temps. Puis, trouver les indices de performance, c'est l'une des premières étapes selon nous. Ensuite, quand on parlait de passer la gratte, puis niveler, puis drainer, tout ça, c'est important aussi. Ça fait partie de la stratégie d'agriculture de précision. C'est important aussi. Fait qu'on parle d'amélioration terrain. Ça se fait sur le long terme, c'est des gros investissements, mais quand on cible une problématique en lien avec ça, c'est important de la régler. Ensuite, l'efficacité opérationnelle. Tantôt, je parlais des lignes de guidage, contour de champ, taux variable, contrôle de section. Tout ce qu'on met comme équipement sur une machine ou un tracteur, c'est important. Puis, ensuite, les intrants à taux variable. Ça, intrants, opération à taux variable, on va décompacter, on ne veut pas décompacter tout le champ, on va aller décompacter où est-ce que c'est compacté, par exemple. L'engrais, la chaux, tous ces intrants-là, on veut réussir à le faire à taux variable, puis c'est important aussi dans la stratégie. Mais pour ça, ça prend de l'information, puis ça prend une structure, ça prend une stratégie. Les enjeux pour réussir à faire ça, c'est les enjeux et aujourd'hui les besoins qu'on a sur le terrain. Acquisition de données. Je vous présenter quelques données, quelques équipements qui vont acquérir de la donnée. Cette donnée-là, elle est où? Tantôt, on en parle, en fait, on entend souvent parler. Elle va être va être sur une plateforme du fournisseur de la technologie, va être sur ton ordinateur, va être sur ton téléphone, va être sur une autre plateforme ailleurs, va être là-bas. Mais ça, c'est un problème parce que on ne peut pas les utiliser s'ils sont un peu partout. Souvent, la donnée tout seul ne peut pas être vraiment valorisée. Elle va être valorisée quand on va pouvoir les mixer ensemble, les croiser tout ensemble. Donc, idéalement, il faudrait qu'ils soient centralisés, ces données-là.
Puis ça, c'est aussi en lien avec la gestion de la donnée. Voilà, je parlais de l'acquisition. L'acquisition, c'est parce qu'il faut réussir à acquérir de la bonne donnée. J'ai mélangé les affaires. Acquérir de la bonne donnée, puis bien la gérer aussi. Ça va ensemble aussi. Bon, interprétation des données. Ensuite, on a besoin d'experts pour interpréter, puis la valoriser comme il faut, la valoriser en lien avec les vrais besoins des producteurs. Où est-ce qu'on peut aller chercher de l'argent? Où est-ce qu'on peut améliorer? Bien, il faut réussir à faire ça. Puis c'est encore une démarche qu'on a de la misère à faire aussi. Tantôt, on parlait, on entend souvent parler. L'agronomie, c'est très complexe, mais ça fait partie de ça. Puis c'est un des enjeux. On n'intègre pas assez l'agronomie aux données ou au processus, à la stratégie d'agriculture de précision. Les spécialistes en agriculture de précision, on n'en a pas. On a des spécialistes qui connaissent très bien leurs produits, mais un spécialiste qui connaît tous les produits puis qui est capable d'intégrer un ensemble de technologies, capable de mettre en place une stratégie complète sur une ferme, ça, on n'en a pas vraiment au Québec. Puis ça, c'est important. Parce que le producteur, c'est pas lui qui va monter sa stratégie tout seul. Il n'a pas le temps de faire ça. Lui, il veut être accompagné. Il ne sait pas encore qu'il va être accompagné parce qu'ils ne sont pas prêts à payer pour ça. Mais si on met en place cette équipe de spécialistes-là, bien, ils vont voir l'avantage, puis c'est comme ça qu'ils peuvent le faire. Parce que ça prend des connaissances, ça prend du temps pour mettre en place cette stratégie-là. Il faut aussi la collaboration entre les experts. Même si on met en place des spécialistes en agriculture de précision, le représentant qui vend des engrais, le représentant qui vend des tracteurs, des équipements, s'ils ne collaborent pas ensemble et ils ne marchent pas dans le même sens, bien, encore là, on va avoir le même problème. Le producteur ne va pas savoir où aller, vers qui se tourner, puis on va être au même point de départ. Donc, ça ressemble à ça. Une solution qu'on propose, en fait, non. C'est quand on voit aujourd'hui des images comme ça, où est-ce que le producteur génère énormément de données, puis tout ça, bien, tu sais, on voit qu'il a accès à de la donnée. Un, c'est pas nécessairement vrai. Puis deux, là, lui, il n'est pas en train de checker ses données, il est en train de se prendre un rendez-vous chez le médecin. Ça lui donne mal au cœur, ça, parce que lui, il essaie juste de faire augmenter ses rendements, puis là, on lui pitch plein de données qu'il ne sait pas quoi faire avec. Ça l'étourdit, ça lui donne mal au cœur. Donc, au final, là, le producteur, là, c'est à ça qu'il ressemble. Il est dans ses champs, puis il essaie seulement de réussir à avancer, puis à faire ça de la bonne façon, puis de la façon qu'il est capable de le faire. C'est des processus qui sont exigeants, puis il fait ce qu'il peut, là. Nous, ce qu'on a comme solution, là, je parle un petit peu d'agriculture de précision avec Selkie. Ce qu'on propose comme solution, puis je vous en parle. En fait, quand je vous parlais des besoins, on essaie de les régler en montant une solution où est-ce qu'on a une base de données commune. Là, j'en entends qui vont dire « Ah, bien, c'est pas facile, ça. Il y a toute l'idée de gouvernance, à qui appartiennent les données, tout ça. » Mais comme Yacine l'a dit tantôt, il faut passer cette étape-là. Il faut réussir à passer par-dessus. « Ah, la donnée m'appartient, puis je ne veux pas la partager. » Si on veut avancer, puis avancer dans l'adoption de l'agriculture de précision, il faut décider, on veut-tu travailler tout seul ou on veut travailler en équipe. Puis ça, avoir une base de données commune, c'est un premier pas vers l'adoption de l'agriculture de précision. Donc, ça peut provenir de plusieurs sources de données, les universités, des compagnies privées qui vont acquérir de la donnée, les producteurs, d'autres types d'organismes. Donc, c'est là qu'on veut centraliser la donnée, la standardiser. Ensuite, il y a la plateforme d'analyse commune. Il y en a qui n'ont pas accès à la donnée, ils ne sont pas sur le terrain non plus, mais ils ont des bonnes idées. Ils ont des idées pour croiser les données puis créer de la valorisation des données. Donc, ceux-là, il faut leur donner une plateforme. Il faut leur donner accès à mettre en place cette analyse-là, ces analyses-là qui vont peut-être pouvoir être testées, déployées sur le terrain. Donc, on ne veut pas remonter toute cette infrastructure de données-là plusieurs fois. On leur donne accès à une infrastructure qui existe déjà. Viens implémenter ton algorithme, ton analyse. Commercialise-la comme tu veux. Demande-nous ce que tu veux mettons, au niveau monétaire. Puis, on va trouver une façon que ce soit réalisable. Ensuite, on a le réseau d'experts que je parlais tantôt. Avoir des spécialistes qui connaissent très bien qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui peut être utilisé, puis implémenté sur une ferme. Cela, c'est le contact direct avec les producteurs. Puis, en fait, on devrait commencer par là. Parce que les spécialistes, c'est eux qui vont demander les bonnes questions aux producteurs. Qu'est-ce que vous avez besoin? À quoi ça ressemble votre ferme? Où est-ce que vous tirez de la patte? Comment ça va aujourd'hui?
Tu sais, tout ça, toutes ces questions-là sont posées. Puis ensuite, on fait le lien avec, OK, qu'est-ce qu'on a besoin comme analyse? On veut répondre à tel problème. On va générer telle analyse. Pour générer telle analyse, qu'est-ce qu'on a besoin comme données? On va besoin de telle donnée. Bien là, on va aller voir dans la base de données, est-ce qu'elles sont disponibles? Oui, non. Si elles ne sont pas disponibles, on va aller les chercher. Donc, ce modèle-là, c'est un modèle général qui, selon nous, pourrait fonctionner pour aider puis accélérer l'adoption de l'agriculture de précision. Puis là, j'ai mis des étoiles. Là. Les étoiles, c'est pour voir, je vous montre un peu les opportunités pour chacun des parties. On a les fermes, les publics, privés, start-up, les représentants. Il y a des opportunités pour tout le monde dans le secteur de l'adoption de l'agriculture de précision. C'est ce que je vous montre ici. Donc, voilà.